Alors, rentrons tout de suite dans le module sur l'habillement. On va commencer par traiter des grands principes. Le premier principe à appliquer à l'habillement pour le vélo d'hiver, vous le connaissez peut-être sous son petit nom, du système des pelures d'oignon. Ça vous dit quelque chose? C'est le même système que pour toute activité d'extérieur, sportive, plein air, etc., qui veut comme grande idée que chaque couche de notre vêtement sert une fonction bien précise. Puis on a des objectifs. Principalement, c'est rester confortable et bien pouvoir se déplacer à l'extérieur. Donc, tous les trucs qu'on va vous donner en termes d'habillement vont généralement tomber dans ces grands principes-là, mais on va le traiter d'une manière appliquée à faire du vélo pendant la saison de l'hiver. Si vous faites déjà du ski de fond, ça se peut que vous trouviez ce que je vais dire dans les prochaines 10-15 minutes un peu plate. Je m'excuse, c'est les mêmes principes, on n'a rien inventé. Donc voilà. La première chose qu'il faut retenir, c'est que votre principal ennemi en termes d'habillement, c'est vous-même. C'est la vapeur et la sueur que vous générez en faisant du sport et tout ce qu'elle peut causer d'humidité et d'inconfort par la suite lorsque, encore une fois, la vapeur devient de l'eau froide. Donc, la première chose qu'on veut faire dans nos vêtements, surtout si, puis là, ça va dépendre beaucoup aussi de comment vous faites du vélo, comme toujours, mais surtout si vous êtes du genre à suer et à forcer, à faire de l'effort, à monter la côte Sherbrooke 2 ou 3 fois pour le plaisir, c'est certain que vous devez pouvoir évacuer cette vapeur-là. Ça, c'est la première priorité, parce que si elle devient de l'eau froide contre votre corps, là, vous allez trouver ça moins drôle. Donc, une couche de base dans le système des pelures d'oignon, c'est une couche qui peut évacuer cette humidité-là puis l'éloigner de votre corps. Puis généralement, ce qu'on va chercher, c'est de ne pas porter du coton comme couche de base, simplement parce que le coton retient l'humidité et ne sèche pas très vite. Donc, n'importe quoi qui est synthétique ou laine va être plus efficace comme couche de base. Ensuite, la deuxième chose, on va aussi se protéger du froid. Donc, on va généralement avoir une couche isolante, qu'on considère aussi la couche intermédiaire. Celle-là va servir à garder une zone de confort et de chaleur qu'on va choisir évidemment en fonction de la température extérieure. Donc, ça va pas être la même épaisseur. Ça va faire une différence entre un petit chandail mince ou un gros polar super épais selon la température extérieure. Puis là, vous pouvez contrôler ça. Mais ce qui est vraiment plus important, à mon avis, c'est la couche extérieure, celle que vous exposez aux éléments, parce que votre deuxième ennemi principal, c'est le vent. C'est pas la neige, c'est pas la slush, c'est pas tout ça, c'est vraiment le vent que vous allez générer vous-même par vos propres mouvements. Puis si vous n'avez pas une couche qui est capable de couper le vent, même si vous mettez 4 polars puis tricots d'épais, le vent va rentrer puis il va vous donner vraiment froid. Donc, ce qu'on veut, c'est une couche extérieure qui va couper le pire et puis vraiment bloquer le vent, tout en étant, si possible, suffisamment respirante, donc suffisamment ouverte et dépendant des tissus. Là, c'est une propriété de certains tissus de pouvoir permettre à la vapeur de sortir. Un truc que j'aime beaucoup, moi, sur les manteaux d'hiver, c'est avoir des zippers en dessous des bras. Ça, c'est vraiment cool parce que ça permet de contrôler justement à quel point tu évacues de la vapeur et à quel point il y a de la circulation d'air. Mais encore une fois, ça c'est nécessaire seulement si on produit beaucoup de vapeur, si on roule vite. Si on roule pas vite, c'est vraiment pas nécessaire de se casser la tête avec l'habillement, même que tous les conseils que je vous dis, en vérité, je les applique pas moi-même parce que je roule la majorité du temps avec un t-shirt puis un coton watté, tout en coton. Donc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Puis surtout, sachez quoi changer si vous trouvez que vous avez trop chaud, que vous arrivez humide. Normalement, tu sais, quand on dit aux gens je fais du vélo d'hiver, on se fait souvent dire mais là, t'arrives pas en sueur au bureau ou des choses comme ça. Normalement, l'hiver, c'est la seule saison où vous êtes supposé être capable d'arriver pas en sueur au bureau. Parce que l'été, vous pouvez pas enlever des couches. L'hiver, oui. Donc ça, c'est vraiment un élément central, c'est que si vous prévoyez bien votre habillement, puis il va y avoir des périodes d'adaptation. Nous-mêmes, on doit se réajuster à chaque hiver. Là. Mais si vous prévoyez bien votre habillement, vous ne devriez pas arriver en sueur parce que vous devriez être capable d'utiliser le froid ambiant comme refroidisseur intégré. Un autre grand principe à retenir, c'est très important, c'est que la neige, c'est sec. Tant que ça reste froid, la neige,
c'est pas de l'eau. Puis ça, c'est vraiment cool parce que ça fait que, justement, avec un simple coupe-vent qui va être la couche extérieure de notre habillement, donc froide, on peut éviter que n'importe quelle précipitation hivernale nous mouille. Ce qui n'est pas vrai avec l'automne ou le printemps, où on ne peut pas juste s'arranger pour que la pluie ne nous mouille pas. Donc, la neige n'a pas ce problème-là. Et elle est vraiment cool parce que ça se brosse bien, c'est sur ton vélo, c'est juste des espèces de petites particules blanches qui sont pas du tout humides. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Puis juste ce que ça veut dire, c'est que la neige n'est pas votre ennemie. Elle est votre ennemie seulement si elle tombe dans vos yeux. Mais puis on va y revenir. Mais pour le reste, la neige, c'est pas du tout le principal problème de l'hiver. Puis finalement, le dernier principe à retenir, c'est que vos vêtements font partie de votre visibilité, de votre capacité à être vu. On parle vraiment de être vu dans ce cas-ci. Donc, on encourage les gens généralement à garder ça en tête dans le choix de leurs vêtements, parce qu'il y a une différence entre un manteau noir et un manteau orange. Donc, c'est une bonne idée de garder en tête qu'on peut aussi utiliser nos vêtements comme une visibilité supplémentaire, mais on va en reparler. Donc, ça, c'est les grands principes. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre maintenant? Bien, la première chose sur laquelle ça va vraiment être important de concentrer notre attention, ça va être sur les extrémités. Puis là, je parle autant des pieds, des mains que de la tête. Tout ça, c'est les endroits qui sont généralement le plus exposés, tout en étant, paradoxalement, les moins réchauffés par notre corps. Donc, on a tendance à mettre un gros manteau, un gilet, vraiment bien protéger notre corps, notre torse. Mais dans les faits, tout le sang chaud est déjà ici. Puis dès qu'on a froid, notre corps va naturellement ralentir l'irrigation de nos extrémités. Puis là, on va avoir des doigts gelés puis des petits orteils qui grelottent. Puis ça, c'est jamais bien confortable. Ça, c'est, je pense, une des erreurs que on fait, nous aussi, là, même au début de chaque hiver, c'est de sous-estimer l'importance des pieds et des mains dans notre confort. Donc, pour ce qui est des pieds, ça ne sera pas très compliqué parce que il suffit d'avoir des bonnes bottes étanches, n'importe quel soulier d'hiver adapté, là, de type Sorel ou whatever, va être parfait. Vous pouvez appliquer le principe des pelures d'oignon à vos bas. Si vos bottes ne sont plus suffisamment chaudes, ben vous glissez un petit sous-bas en nylon dans une botte de laine, un bas de laine, puis voilà, vous venez de gagner 10-15 degrés de confort. Donc, il suffit d'appliquer les mêmes principes aux pieds, mais c'est important justement de retenir que nos pieds ne bougent pas, donc c'est pas une partie du corps qui se réchauffe à l'effort. Donc, ceux-là doivent vraiment être bien protégés parce que vous n'allez pas vous réchauffer progressivement. Donc ça, il faut que vous soyez confortable à travers. Puis c'est très important de les prévoir étanches parce que si la neige est sèche, la slush, elle, ne l'est pas. Et elle est abondante dans nos rues et ça va être le principal enjeu pour tout votre bas du corps, ça va être la slush qui est levée par le sol. Donc, bottes étanches, c'est d'autant plus important. Une alternative, c'est des couvre-chaussures étanches qui existent aussi, qui permettent d'utiliser n'importe quel soulier en dessous sans aucun problème. C'est une option qui permet de ne pas avoir besoin d'acheter des bottes étanches si vous n'en avez pas déjà. Ça, c'est intéressant, puis il y en a de plein de tailles, plein d'affaires. Mais assurez-vous que ce soit suffisamment étanche et pas juste à peu près étanche. Si vous vous posez la question, c'est possible de faire du vélo clippé l'hiver. Il existe des bottes de vélo avec des clips, si vous voyez pas, croyez-moi sur parole, qui sont suffisamment étanches aussi pour rouler pas mal tout l'hiver. Puis on peut compléter ça avec un bas de laine à l'intérieur, puis un couvre-chaussure, puis là, wow, tu peux faire du vélo à moins 40. Même pas besoin de lancer ses bottes. Pardon. L'élément le plus central toutefois, puis ça c'est une erreur pas une erreur, un apprentissage qu'on a fait en cours de route, c'est que quelque chose de vraiment cool, c'est des guêtres. Ça fait la différence entre laisser la slush rentrer par le dessus de votre botte ou la bloquer à tout jamais pour qu'elle ne puisse jamais vous mouiller les pieds. Et elles n'ont pas besoin d'être aussi longues. Ça, c'est un modèle
X de chez MEC. Elle peut faire la moitié de la longueur. L'objectif d'une guêpe, puis ça c'est un truc qui est utilisé pour la raquette puis le ski de fond, c'est simplement d'empêcher la neige ou la boue, la slush de rentrer dans nos bottes. Donc ça permet d'éviter d'avoir des bottes super hautes. Tu peux mettre ça avec n'importe quel soulier. Puis c'est vraiment là, s'il y a un accessoire de vêtements qu'on vous recommanderait puis qui est sous-estimé pour le vélo d'hiver, je pense que c'est vraiment ça. Puis c'est pas obligé de coûter cher, n'importe quoi va faire la job. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des gants, encore une fois, le principe des pelours d'oignon va s'appliquer. Donc c'est une bonne idée d'avoir un système modulable. Donc différents gants, sous-gants que vous pouvez combiner si vous avez 2-3 paires, que vous pouvez combiner s'il fait très froid. Donc par exemple, des petits gants dans une mitaine, ça va être très chaud. Un des principes qui nous aide beaucoup, considérant que notre principal ennemi c'est le vent, c'est de rassembler les doigts ensemble. Donc vous voyez ici un système hybride de type Ninja Turtles. Quand tu as des doigts qui sont assemblés ensemble, ben, ils se réchauffent mutuellement. Alors que s'ils sont tous séparés, ben, ils sont tous exposés seuls face au vent et laissés à leur propre sort. C'est pour ça que quand il commence à faire très froid, ben, ça va être avantageux de passer à des mitaines comme celle-ci. Ça, c'est les autres Ninja Turtles, c'est tous les doigts ensemble. Ça, c'est 2 doigts, comme vous connaissez ça. Ça ici, c'est un truc assez intense de type surplus d'armée, pas cher, fait pour aller en Antarctique. Vous voyez, c'est le camouflage blanc. Donc, c'est super résistant. Puis l'important, c'est que ça coupe le vent. Puis on génère pas beaucoup de sueur généralement avec les mains. Si c'est votre cas, aucun problème. Faites juste mettre un sous-gant en synthétique. Mais le plus important, c'est que ça soit bien étanche, bien protégé. Puis ça le fait. Et encore une fois, juste revenir sur... on parlait, en fait ça va revenir à ce qu'on disait avant la pause. Dans les choses à avoir en cas d'urgence ou de bris mécanique ou de mauvaise surprise, un truc qui est vraiment bien, c'est d'avoir des sous-gants. Parce que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous voulez brosser la neige sur le vélo, gosser avec le cadenas, puis que tout ce que vous avez, c'est des grosses mitaines avec 2 doigts ou de la peau, ben, vous allez trouver que la peau vous isole pas beaucoup. Donc, avoir une petite paire de gants minces, là, ça peut être des gants en Fantex du Dollarama, ça fait déjà une bonne différence quand il y a quelque chose qui se passe sur le bord de la route. Puis c'est une bonne sous-couche en dessous d'une mitaine. T'sais, pas besoin d'aller dans des trucs fancy, là. Mais avoir des couches, c'est à ça que ça sert, entre autres. Ça sert à pouvoir avoir différents degrés de dextérité aussi. Donc, on a couvert les mains et les pieds. Passons maintenant à la tête. La tête est un endroit très important également. Si on ne fait pas attention, on peut avoir très mal à la tête en arrivant. Je veux dire mal au cerveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment bien couvrir le dessus de notre tête, mais aussi le devant. Parce que c'est là qu'on est exposé au vent. Puis ça non plus, le visage, c'est pas un endroit qui est très réchauffé naturellement. Donc, une chose sur laquelle je vais insister un moment, c'est les yeux. Parce que nos yeux sont des petits objets mécaniques vraiment fantastiques, mais plutôt sensibles en général. Donc, c'est important de les protéger du vent, puis aussi, surtout, de la neige et compagnie, parce que, à mon avis, en tout cas, la neige dans les yeux, c'est bien pire que la pluie dans les yeux. Encore pire que les pleurs dans les yeux. Donc, on va appliquer ce genre de lunettes, par exemple comme celle-ci, qui sont des lunettes de sport assez standards. L'intérêt de les avoir teintées orange ou rouge ou jaune, c'est pas un hasard, c'est que ça coupe la majorité des réflexions dans la neige. Donc, il y a un intérêt à avoir une légère fumée dans les lunettes. Puis l'option plus extrême, c'est les lunettes de ski. Ça, à toute température, ça va marcher. Des lunettes exposées, ça va très bien fonctionner pour la majorité de l'hiver, mais en général, quand il commence à faire très froid, on est content d'avoir ce genre de lunettes. Puis si vous avez les yeux sensibles comme moi, ben, vous pouvez utiliser ça tout l'hiver, puis personne ne va vous juger. C'est vraiment intéressant ça parce que ça bloque complètement la circulation de l'air. Par contre, le problème des lunettes de ski, c'est que ça coupe notre champ de vision parce qu'elles sont opaques sur le côté, donc on voit un peu moins large, puis on est obligé de se tourner plus pour regarder derrière nous, donc ça vient avec ce désavantage-là.
L'autre chose aussi, c'est que choisir des lunettes teintées, ça coupe aussi notre visibilité, notre vision, surtout la nuit. Donc, il va y avoir un grade de transparence qui va être affiché quand vous achetez des lunettes. Généralement, les lunettes de ski ne vont pas être très opaques, ça va être de l'ordre de 10 à 20%. Mais quand si vous choisissez des lunettes comme ça, gardez en tête de les prendre le moins opaque possible. Puis si vous circulez la majorité du temps la nuit, prenez-les peut-être transparentes, ça existe. Puis ça aussi, c'est pas obligé de coûter cher. Là. Vous pouvez aller à genre la poubelle du ski ou whatever, puis ça coûte 20$, 30$ peut-être max. C'est un bon investissement. Puis sinon, pour ce qui est du reste de la tête, ce qui est important, c'est d'être capable, surtout quand il va commencer à faire relativement très froid, du genre moins 15, moins 20, moins 30, d'être capable de couvrir toute la peau. En dessous des lunettes, autour des lunettes, sur les côtés, au-dessus, s'assurer qu'il n'y a pas de peau exposée, parce que vous verrez, là, du vent de 30 km/h à moins 30, c'est comme des coups de métal pointu sur le visage. Donc, quelque chose qui est utile pour ça, mais aussi pour la majorité de l'hiver, c'est un masque de motoneige. Vous voyez qu'on emprunte notre matériel à un peu tous les autres sports d'hiver. Le masque de motoneige est intéressant parce qu'il permet de bien respirer. C'est un truc en néoprène assez simple aussi, mais il permet de bien respirer et d'expirer aussi, tout en évitant d'envoyer notre expiration, qui est de l'air chaud et plein de vapeur, de l'envoyer dans nos lunettes. Parce que si on l'envoie dans nos lunettes, on ne va plus rien voir, puis on ne va pas gagner. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Ça ne permet pas nécessairement d'aller jusqu'à moins 30, sauf si c'est très isolé. Donc n'hésitez pas à appliquer à votre tête le même principe qu'au reste du corps, c'est-à-dire multicouche. Fait que ça, c'est vraiment, ça fait le tour, je pense, des extrémités. Pour ce qui est du casque, on n'a rien à dire de plus que le casque d'été. Mettez-en un si vous voulez. C'est pas une mauvaise idée. Gardez en tête que ça peut vous aider à vous isoler la tête. Mais dans ce cas-là, prenez en compte la circulation de l'air. Un casque de vélo de route super sport avec des gros trous, ça isole pas bien, mais un casque presque fermé, ça rajoute vraiment un bon grade de chaleur à la tête. Donc ça permet d'avoir une tuque un peu plus mince en dessous. Donc c'est juste quelque chose à prendre en compte dans votre choix de casque. Il n'y a aucun problème à garder le même casque que l'été. Je pense qu'il y a quelques compagnies qui ont essayé de mettre en marché des casques d'hiver, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Allô? J'étais pris avec des journalistes, fait que j'ai pas pu commencer la deuxième partie, mais c'est une bonne nouvelle parce que autant que d'être aussi nombreux ici, ça fait qu'il y a d'autres gens qui vont entendre parler, fait que ça c'est vraiment une autre excellente nouvelle du fait d'être super nombreux et nombreuses. J'ai 5 minutes, je vais le faire. L'autre chose que je veux dire, c'est que tout ce que Laurent vient de décrire, notamment pour la tête, ça fait qu'on a tout un attirail et qu'on va pas nécessairement avoir l'air très chic. Mon amie Nelly qui est juste là et qui a fait le tirage tantôt, au début, elle trouvait ça pas super cool puis ça l'a un peu freiné l'idée de se mettre un masque d'en face. Mais finalement, elle a préféré se déplacer en vélo d'hiver puis mettre un masque que de se déplacer en bus et autres moyens qu'on trouve moins agréables. Fait que, effectivement, l'hiver, il y a peut-être plus un compromis de look à faire que l'été, mais en même temps, il en demeure pas moins que quand on arrive à destination, il y a tout à fait moyen d'être habillé de façon adéquate, en complet, en veston, en chemise si nécessaire, en se changeant ou en allant juste moins vite le long de notre trajet parce qu'effectivement, on risque d'avoir plus chaud autrement. Fait que bref, une fois que les extrémités sont passées, c'est quand même le plus important. Il en demeure pas moins que pour les extrémités, on va rarement avoir trop chaud de façon générale. Par contre, avec le reste, on peut avoir trop chaud. Ce qui fait que il y a une première chose qui est que moi j'ai déjà en ce moment, j'ai des petits leggings en dessous de mes pantalons. C'est une stratégie vraiment qui fait juste qu'on a plus de confort. Moi, je commence les leggings vraiment tôt en saison parce que j'aime ça. Mais il y a deux possibilités quand même de ce côté-là aussi. Puis là-dessus, c'est cool parce que c'est une des rares choses qu'on fait pas pareil. C'est que moi, j'aime mieux les leggings en dessous de mes jeans, puis les guêtres, comme il vous a montré. Laurent aime mieux avoir un pantalon qui est juste un peu plus ample, puis qui va mettre par-dessus ses pantalons. Ce pantalon-là a notamment l'avantage de protéger son linge si jamais les garde-boue font pas la job à 100%, ce qui est un autre point positif en plus de l'isolation supplémentaire. Parce que définitivement, des jeans, plus ils sont serrés en plus, ça peut être dur de mettre des leggings en dessous, mais aussi plus ils sont serrés et moins ils sont chauds parce qu'il n'y a pas d'air entre notre peau et le tissu. Fait que ça, c'est un autre des points.
Pour ce qui est du manteau, mais là j'ai peut-être manqué un bout, mais tu as déjà parlé de coquilles, puis de soupe, puis de vent, puis tout ça. Fait que ça, c'est pas mal fait. Il reste à vous dire, notamment que, en fait, il reste principalement à vous dire que c'est le moment le plus difficile dans le vélo de faire, ça s'habiller. Finalement, c'est le plus gros défi, c'est ce qui nécessite le plus d'adaptation, c'est ce qui, par tranche de 5 degrés, va faire la plus grosse différence. Qu'il fasse -5, -10, -15, -20, je ne vais vraiment pas m'habiller pareil à l'un à l'autre. Puis ça, c'est propre à chacun parce qu'on a un métabolisme qui est tous différent. Fait que c'est ça le challenge. Là, on parlait de vélo tantôt, c'est une chose, c'est quelques coups de changer les pièces ou d'acquérir un vélo qui soit notre vélo d'hiver. Du côté des vêtements, oui, il y a peut-être des coûts d'acquisition, mais il y a aussi juste trouver la bonne chose à la bonne température. J'ai un tiroir de gants impressionnant à la maison que j'ai accumulé avec les années. C'est pas nécessaire d'en avoir autant, mais il y en demeure pas moins que ça donne que j'ai le confort adéquat à tout moment. Puis peut-être que vous avez déjà commencé à le vivre là, avec le changement de température. Déjà ces jours-ci, c'est difficile de s'habiller comme du monde. On s'en souvient plus, on dirait, à chaque année, comment on faisait l'année passée. Puis on finit par arriver en sueur partout où on arrive. Or, c'est le moment où on pourrait ne pas arriver en sueur, c'est maintenant, contrairement à quand il fait 25-30 l'été. Un des bons trucs là-dessus, il y a l'idée de. Ça ressemble un peu au ski de fond. Tu sais, le vélo, c'est aérobique, fait qu'on a froid aux extrémités, mais on a chaud au corps. Premier truc. L'autre truc, c'est selon la durée du trajet, on ne va pas s'habiller pareil, parce qu'effectivement, le souffle de motoneige peut être pertinent si tu vas rouler la journée au complet. D'un autre côté, moi, j'en possède même plus là, de pantalons vraiment épais comme on avait pour aller jouer dans la neige quand on était enfant. Puis, tu sais, mettre ça, on aurait super chaud en roulant, mettons, pour aller au travail. Mais si tu roules la journée au complet, peut-être que tu vas rouler plus doucement. Puis, c'est ça, le tour de l'île l'hiver, peut-être qu'effectivement, c'est un meilleur choix. C'est toujours une question d'adaptation, une question de temps de trajet. Puis, un des trucs, c'est peut-être de partir en ayant froid, ce qui est pas agréable. Ça réveille bien, par exemple, le matin quand on quitte. On sort, on débarque le vélo rapidement. Ça, c'est un autre bon truc aussi, là, que le processus soit pas trop long au moment de partir, au moment où on sort dehors, pour que, OK, je débarque mon cadenas, j'ai un endroit où le mettre rapidement sans avoir besoin de le mettre dans le fond de mon sac ou à XY endroit. Puis je peux partir rapidement, comme ça j'ai pas eu le temps d'avoir froid aux mains, comme Laurent disait tantôt. Fait que ça, c'est un point super important. Fait que l'idée de ne pas être confortable au début du trajet risque de faire qu'on est confortable après 5-6 minutes sur le vélo. Si le trajet est de 5-6 minutes, ben là, arrangez-vous en conséquence. Est-ce que ça fait le truc? Ok, je vais revenir sur les coquilles. Là, c'est ce qui est demandé. Dans le fond, on n'a pas apporté de Gore-Tex, mais on va tous les deux préférer. En fait, c'est le pire moment de l'année, c'est maintenant. Là. Une journée comme hier où il pleuvait, genre comme ça n'a pas de bon sens, fait qu'un manteau comme celui-là, qui est une coquille souple, va pas être suffisant, puis je vais finir par être mouillé après un certain temps dans la rue. Ce qui fait qu'hier, j'avais mon Gore-Tex, mais mon Gore-Tex, il fait que j'ai aussi chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait que finalement, les pires temps, c'est maintenant. En hiver, la neige, c'est sec. Laurent disait tantôt pour quand on je ne sais plus quand est-ce que tu disais ça, en tout cas, tu l'as mentionné. Donc, la neige est sèche. Fait qu'on va, de façon générale, quand il neige, pas être mouillé. Puis le fait qu'on soit dans un environnement qui est froid, la neige, elle va pas fondre souvent quand il neige et qu'on roule. Il y a de la neige qui s'accumule sur notre casque, il y a de la neige qui s'accumule sur nos bras. Les endroits qui bougent moins, bref, il y a de la neige qui s'accumule à ces endroits-là. Donc, la pleure d'oignon, c'est peut-être le meilleur truc. Puis une coquille souple, donc un manteau qui respire finalement, parce que comme je disais, c'est un sport aérobique, ce qui fait qu'on va forcément avoir chaud. Puis si tu as une pelure qui est complètement isolée du vent, mais de tous les éléments dont l'eau, l'eau, elle va aussi rester à l'intérieur proche, puis c'est là que ça devient moins agréable. S'il y a des gens qui ont des questions, juste me faire signe, je vais répondre avec le micro. On va prendre 10 minutes. 10 minutes de questions. En passant, ça va bien compliqué ce qu'ils disent parce qu'ils sont très très geeks, là, mais moi ça me prend 20 minutes, fait que d'habitude j'ai pas besoin trop de gérer tant de complexité de vêtements. Je mets ce que je suis bien quand je suis en dehors, parce que sinon, effectivement, il faut s'habiller pour la deuxième demi-heure. Si ça vous prend moins d'une demi-heure, il faut juste s'habiller dehors. À propos des classes de snow, est-ce que c'est compatible avec le vélo d'hiver? Vous risquez d'avoir chaud, mais moi je connais des gens qui le font. Faut l'essayer, je pense que c'est vraiment c'est ce qu'il faut faire. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est si c'est le bon type de mousse.
parce qu'il y a des casques pour plusieurs sports qui sont multi-impact, mais nous, pour le vélo, on a besoin de casques mono-impact qui sont capables d'absorber le genre de choc qu'un accident peut causer. Puis pour le snow, je pense pas que ce soit le cas, mais je ne suis pas un franchiste. Donc, juste à garder en tête, là, pour question confort, c'est vraiment une question de choix, mais question de sécurité, il faut juste s'assurer que ça répond aux exigences de sécurité d'un casque vélo. L'autre chose qu'on n'a pas abordée, juste avant que je prenne la question suivante, c'est, puis tu m'y as fait penser avec le fait de parler de confort. Là. Moi, la raison pour laquelle j'ai un porte-bagages, j'en ai un l'été aussi, puis peut-être que plusieurs d'entre vous, c'est le cas, mais j'aime bien avoir mes choses dans des sacoches plutôt qu'un sac à dos. Puis le sac à dos, l'hiver, il est comme encore pire que l'été, là, c'est juste mortel, ça donne tellement chaud. Fait que c'est sûr que si vous êtes du genre à rouler vraiment tranquille, vraiment pas vite, ça va être moins pire, puis il peut garder au chaud dans ce cas-là, ce qui peut être un avantage. Pour ma part, souvent, le début de mon itinéraire, c'est monter une côte, puis je fais pas de main morte, fait que je suis capable des sacs à dos depuis bien longtemps, puis quand je suis obligé d'en avoir un, c'est désagréable. Il y a aussi le fait que ça peut être désagréable de lever le cou avec le sac à dos, puis ça pourrait faire ce même genre de problème-là, le casque de snow, là, dépendamment jusqu'où il descend, ça se peut qu'il ne permette pas de faire d'avoir la tête dans le bon mouvement pour être sur la bicyclette. Un des problèmes que moi j'ai quand je constate l'hiver en ce cas au visage, c'est la pluie dans les lunettes. Il n'y a pas moyen de concilier, soit que je me gèle la face ou je me gèle les yeux, mais je ne peux pas avoir les deux. J'avoue qu'avec le masque, j'ai relativement un peu de problème. Il y a une chose qui peut être nécessaire, puis c'est parce que moi, les lunettes de ski, je fais vraiment partie des gens qui j'aille ça. J'en mets quand c'est grésil ou grosse tempête de neige parce que mes petites lunettes que vous avez vu tantôt suffisent pas, mais sinon, mes petites lunettes suffisent amplement. La seule chose que j'ai à faire, c'est quand j'arrête à la lumière, souvent je les éloigne de mon visage, puis là, ça donne un coup de main qui sont faciles à remettre, contrairement à des lunettes de ski où c'est un peu plus de travail. Pour ce qui est des lunettes de ski, généralement, on les laisse sur les yeux, puis ça va relativement bien. Puis si elles s'embuent un peu à une intersection en espérant que ça va trop long, mais en repartant, ça s'enlève généralement. Je sais pas si moi, juste là-dessus, moi, j'ai toujours un espace entre mes lunettes puis mon cache-visage, puis respirer vers le bas, idéalement. C'est surtout quand vous arrêtez, votre respiration remonte dans vos lunettes. Fait que s'il y a un contact, si vous avez mis vos lunettes, par exemple, par-dessus le cache-visage, la buée va rentrer dans les lunettes. Fait que le but, c'est vraiment d'éviter que ça aille vers le haut. Et il y a monsieur derrière qui va parler encore, ou en tout cas, c'est loin peut-être. En fait, c'est encore une lunette, c'est simplement pour les gens qui ont déjà des lunettes. Est-ce que c'est nécessaire de mettre des lunettes? Moi, personnellement, je garde juste ça parce que j'ai ces lunettes, ça est vraiment compliqué. C'est pas un problème qu'on vit ni un ni l'autre. Il en demeure pas moins qu'il y a certaines lunettes de ski qui, en tout cas, c'est peut-être possible, sinon d'avoir des lunettes qui s'ajustent à votre vue qui sont qui font plus de volume, mais le point c'est d'éviter que l'œil gèle. Puis si vous êtes bien, j'ai l'impression que c'est ça, le mieux c'est d'être bien. Moi, c'est pour ça que je milite pour le bien. Il y a une suggestion, il y a des lunettes qu'on peut acheter chez les dentistes. C'est des lunettes anti-buée très légères. Ils sont soit transparentes, soit jaunes. Moi, j'ai acheté ça chez mon dentiste. C'est assez fascinant, ça fait un job longtemps. Des lunettes de lab aussi, sinon c'est un nom, c'est des lunettes que vous avez au cégep. C'est vraiment l'équivalent. Je pense peut-être qu'on va en acheter un dentiste, en chez le dentiste. Moi, c'est les fesses. Je me gèle le cul sur un siège. Qu'est-ce qu'on fait si je veux pas mettre 8 pleurs juste pour ce bout-là? Tu sais, juste, c'est ça, le reste, ça va. Mais ça, je sais pas. Fait que je sais pas c'est quoi les trucs. Un petit pot de mouton sur le siège. Ouais. Bon. Ça, c'est une très bonne idée. La peau de mouton sur le siège, pour vrai, j'ai vraiment envie d'essayer cette année. Sinon, une autre idée, mais c'est un changement assez drastique, c'est de changer de position sur le vélo, ce qui demande en général de changer de vélo. Mais il y a certaines positions, notamment un peu plus penchées vers l'avant, qui vont amener les différents muscles à forcer sur les fesses ou sur les cuisses, donc à produire probablement plus de chaleur à différents endroits. Mais ça, encore une fois, ça dépend de la position. C'est juste que sur puis là, je ne sais pas quel vélo vous avez, mais sur un vélo où on est très droit, on va généralement forcer plus avec le devant des cuisses, puis c'est normal qu'on ait les fesses moins réchauffées. Mais c'est juste des idées. Bonne chance.
On nous parle ici, dans mon oreille, de sous-vêtements en laine mérino, qui apparemment sont très bien. On a même déjà vu pour les hommes qui sont plus padés en avant ici. Je les ai pas retrouvés la même, mais peut-être ça n'a pas bien marché. En ce qui concerne la visibilité, vous avez parlé tantôt des manteaux, flash, tout ça. Moi, personnellement, j'ai commencé à GOT pour directement le protecteur jaune là, avec des lignes flash qui vraiment. Ouais, mais le mien, il est jaune avec des grosses lignes. En tout cas, c'est vraiment pas très esthétique, mais j'ai remarqué une énorme différence. On dirait que les voitures font un move pour me contourner, ce qu'ils font pas le jour. Et j'ai l'impression que plus les gens deviennent plus polis parce qu'ils voient ça et ont peur qu'on soit de la sécurité ou quoi. Mais c'est très efficace. Pour les gens que ça peut intéresser, des fois ça évite même qu'on se fasse clasher dessus. Parce qu'ils évitent vraiment. Ça marche pas le jour, mais la nuit ça fonctionne très bien. Bien noté, merci. Et ça c'est super intéressant. Comme automobiliste, ça m'énerve quand il y a un vélo qui a pas, il y a un cycliste qui n'a pas de lumière, l'hiver, peu importe quand il fait noir, parce qu'on les voit pas. Honnêtement, je possède pas d'auto, mais quand ça arrive, j'en conduis une, on n'est pas vu quand on n'a pas de lumière. Donc, ça fait partie comme se sentir, comme automobiliste, sentir qu'on est respecté dans le fait que qu'on roule ensemble. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est comme avoir des lumières qui sont très visibles. Ça rentre dans la même lignée qui fait qu'on est sûr d'être vu aussi. Julien? Oui. En fait, c'est juste un commentaire aussi rapide. Pour les matériaux, moi j'ai découvert le windproof avec les vélos de fer. Puis en fait, même si c'est pas écrit windproof, parce que windproof ça coûte souvent plus cher. Mais quand je suis au magasin et que je fais des trucs comme notamment un bandeau ou des gants, faites juste le mettre sur votre bouche et souffler dedans. Si l'air passe, vous allez avoir froid.